Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur D8. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Je poursuis pour vous ce soir une œuvre de Jules Renard qui s'intitule Les Cornifleurs, un roman publié en 1892 qui raconte l'histoire fictive d'un personnage qui s'appelle Henri, un homme assez opportuniste, d'ailleurs décrit comme un parasite, qui parvient à entourlouper une famille de richissimes bourgeois en vacances en Normandie, plus précisément au bord de la Manche. Il s'agit de la famille Vernet. Alors vous allez tout de suite découvrir comment il va réussir à parvenir à ses fins et aussi de quelle manière il va s'y prendre justement pour entourlouper cette famille richissime et également séduire Madame Vernet. Je vous en dis pas plus, je vous propose donc de poursuivre ensemble la lecture. N'oubliez pas également que l'on se retrouve dès à présent sur les réseaux sociaux. Il vous suffit de taper #VBN. Mais pour l'heure, place à la lecture. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle nuit en notre compagnie sur D8. Après l'exercice sur le ventre, l'exercice sur le dos, c'est notre succès. En quelques séances, nous sommes parvenus à nous étonner. Bomber la poitrine. Je n'ai plus le ton rogue, la mine ennuyée. Mes paroles se sont adoucies. On ne prend pas les jeunes filles avec du vinaigre. Une main sous ses hanches, l'autre sous ses épaules. Je l'installe commodément sur la vague. Vous me tenez, au moins. Oui, je vous tiens. Bombez, bombez. Et je ne la tiens plus. Elle flotte, seule, légèrement prise d'effroi, et me regarde avec de gros yeux qui implorent le souffle mesuré, selon mes ordres. Je m'éloigne un peu et je fais signe à Monsieur et Madame Vernet. Mon œuvre. Il sourit. Voilà du merveilleux. Mais ce n'est pas tout. Je saisis avec précaution dans mes mains les pieds de Marguerite et je la pousse, évitant les heurts, les crêtes de vagues. Elle navigue comme un radeau, comme sur des roulettes, ferme les yeux sous un rayon de soleil. Nous excitons l'admiration, l'envie, et je suis persuadée qu'autour de nous, on se retient pour ne pas applaudir. Dès que Marguerite s'oublie et se creuse, bombée où je lâche tout, elle se cambre d'épouvante, la tête enfoncée, la ligne de flottaison au coin des yeux et des lèvres, les seins et le ventre à fleur d'eau. Si elle était plus pâle, si ses cheveux se dénouaient, si ses mains ne flattaient pas la vague près de sa hanche, comme le dos d'un animal qu'on sait méchant, j'aurais l'air de ramener Virginie, morte, à sa famille. Moi, je ne pense pas à mal. Et elle? Du bout des ongles, je fais gulli-gulli à la plante de ses pieds. Aussitôt, elle m'échappe, agite les bras, veut s'accrocher à quelque chose et disparaît. Quand je l'ai relevée et qu'elle a rendu avec effort toute l'eau bue, je ne veux pas que vous me fassiez des chatouilles, crie-t-elle. Chut, dis-je, taisez-vous. Mais frémissante comme une vierge de chapelle qui s'animerait tout à coup sous la piqûre d'une araignée par son attitude, elle redouble ma confusion. En sourdine. C'est sur la butte, Madame Vernet, qui doute. Lasse, Marguerite est allée se coucher. Je dis avec chaleur combien je suis fière de son application et de son travail. Monsieur Vernet fait les 10 pas, fume, sa cigarette scintille dans l'ombre, éclaire ses moustaches, son nez. Henri, voilà une réticence significative. Ce « m'en fait deviner long. Trouveriez-vous mon enseignement médiocre? Madame Vernet, non, je ne dis pas cela. Monsieur Vernet, alors, qu'est-ce que tu dis? Depuis quelques jours, tu fais ta mystérieuse tête de bois. Pourquoi? Madame Vernet, ne suis-je pas un peu la mère de Marguerite, mon amie? Monsieur Vernet, d'accord. Ensuite, te déplaît-il maintenant qu'Henri lui donne des leçons de nage? N'avions-nous pas réglé cette question d'une façon définitive sous le double rapport de l'hygiène et des convenances? Madame Vernet, certes, et bien que j'entende, moi, femme, dont l'oreille est plus fine que la vôtre, des mots à double sens, malicieux. Ce n'est pas cela qui m'inquiète et je ferais volontiers fi des médisances si Marguerite me prenait ses leçons.
je voudrais me tromper, mes chers amis, avec un peu trop d'ardeur. Nous ne répliquons rien, intrigués. Madame Vernet continue. Elle a produit son effet et laisse tomber sa phrase, comme avec un conte-parole. Madame Vernet, encore une fois, il est possible que je voie mal, que ma sollicitude trouble ma clairvoyance. Mais j'ai noté dans notre chère nièce un je ne sais quoi de nouveau qui m'alarme. Et j'ai voulu en causer avec vous deux, avec toi, Victor, qui est un homme de bon sens, avec Monsieur Henri, qui n'est pas un fat. Monsieur Vernet, eh bien tu rêves, laissons cela. Henri, au contraire, c'est grave. Alors, vous croyez, chère madame? Madame Vernet, je n'en suis qu'aux faibles indices. Je ne veux rien affirmer. Je désire seulement que des précautions soient prises. S'il vous paraît qu'il y a péril, alors raisonnons. Nous nous asseyons à côté d'elle, sur le banc, sérieux. Madame Vernet poursuit l'information et sa voix tremble. Elle affecte une grande liberté d'esprit, tâche de discuter sans prévention et se montre, à propos, optimiste. Madame Vernet, je ne parle pas du plaisir qu'elle éprouve à sa gymnastique de chaque matin. C'est naturel. Mais quand nous allons à la pêche aux crevettes, n'est-elle pas toujours près de Monsieur Henri? Elle le suit de rocher en rocher, de mare en mare. C'est au point qu'elle promène son filet à l'endroit même où Monsieur Henri a déjà fait passer le sien. Cependant, elle est sûre de n'y trouver aucune crevette, puisque Monsieur Henri les a toutes prises. Monsieur Vernet, possible. Henri, n'ai point observé cela. Madame Vernet, Monsieur Henri, vous êtes dans votre rôle de jeune homme, on n'a rien à vous dire. Mais quand nous cherchons des coquillages, c'est plus frappant. Vous vous traînez côte à côte, genou à genou. Vos deux fronts se touchent. Avez-vous assez de coquilles? Elle n'en veut plus. Si vous en ramassez, elle se remet à quatre pattes. Comment expliquez-vous cela? Monsieur Vernet, eh bien, par sa naïveté. Henri, moi aussi. Madame Vernet, donnez-vous la peine de voir ce qui est aveuglant. Si vous dites des vers, elle ouvre la bouche, fascinée, le temps que ça dure. Elle en est laide, la pauvre petite. Ne s'est-elle pas permis de déclarer qu'elle les aimait à 16 ans, quand vous partez et que raisonnablement, elle ne peut pas vous suivre? Sa figure se décolore comme si d'une passe magnétique vous lui aviez enlevé son teint de fille rouge qui a un coup de sang, qui a des habitudes d'ivrognerie. Je ris, tant c'est bête. Henri, vous me confondez. Monsieur Vernet, c'est drôle. Madame Vernet, j'achève. Répondez-moi, sincère. À chaque instant, je suis obligée de l'appeler, de courir après elle, pour compter le linge, m'aider au ménage. Marguerite devient stupide. Un détail encore. Hier, à déjeuner, je vous ai donné un coup de serviette sur la tête en vous disant « Faites donc couper votre barbe. Vous êtes horrible à voir. » Je ne trouve pas, a dit Marguerite sournoisement, le nez dans son assiette. L'avez-vous entendu? Mes bras en sont tombés. Monsieur Vernet, un mot, ou ce que tu nous racontes est faux, et alors tu chantes, ou c'est vrai, et dans ce cas qu'importe, Henri est un honnête homme. Madame Vernet, il ne s'agit pas de Monsieur Henri. Il n'est pas en danger. Il a ce qu'il faut pour se défendre. Il ne m'a pas chargé de le surveiller et il pourrait me faire sentir mon indiscrétion. Je ne songe qu'à cette petite Marguerite qui, sans le savoir, la pauvre, c'est peut-être, je le crains, hélas, irrémédiablement compromise. Monsieur Vernet s'épanouit au clair de lune. Une idée lui est venue dont il nous fait part. Si Marguerite est compromise, nous les marierons. Mon gaillard, répondez, je m'en garde et me dandine gauchement. Madame Vernet, Victor, on ne peut pas parler gravement avec toi. Elle s'appuie du coude au banc, boudeuse. Monsieur Vernet, pour l'âge et la taille, ils iront. Je les vois descendant les marches de Saint-Augustin. Marguerite a de la fortune pour deux. Madame Vernet, heureusement, Monsieur Henri a de la fierté. Elle vibre comme en communication avec une pile et se tourne de mon côté afin que je reçoive l'éloge au visage.
Monsieur Vernet, n'apporterait-il pas son talent, son avenir? Madame Vernet, si tu crois qu'il faut à Monsieur Henri une femme de ce genre. Monsieur Vernet, elle en vaut une autre. Madame Vernet, est-ce qu'elle le comprendrait? Comme corps, c'est un paquet, comme intelligence, tranchons le mot, c'est une bûche. Je te trouve très sévère, dit Monsieur Vernet, mais il est certain que si tu la déprécies, tu en dégoûteras Henri. Je me balance toujours et j'attends que quelqu'un de bonne volonté me souffle une réponse. Dépité parce que je dois refuser le gâteau qu'on m'offre. Venez à mon secours, dis-je à Madame Vernet. Véritablement, dit-elle à Madame Vernet, vous me stupéfiez par votre légèreté. Vous jetez votre nièce dans les bras de monsieur et j'en rougis pour vous. Je m'étonne que vous osiez employer ce procédé devant moi. Monsieur Vernet, ne te fâche pas. On ne peut donc plus rire? Madame Vernet, qui s'était levée dans son indignation, se rassied et les mains jointes. Pauvre petite Marguerite, dit-elle avec un commencement de sanglots. Monsieur Vernet, est-ce qu'elle va pleurer? Mais Blanche, tu sais que je ne veux pas te contrarier. Il lui prend alors les mains. Elle les retire, se tord les bras et se renverse. Monsieur Vernet, ce n'est rien, ne perdons pas la tête, ne perdons pas la tête. Il la perd, car on dirait d'une femme qui se trouve mal qu'elle se meurt. Comme c'est ma première crise, je me demande ce qu'il faut éprouver. Voulez-vous que j'aille chercher de l'eau? Dis-je. Monsieur Vernet, restez plutôt. Empêchez-la de se briser contre les murs. Je crois qu'elle a un flacon dans son sac de voyage. Il nous laisse. Madame Vernet enfonce ses ongles dans son corsage pour le délivrer et mettre à l'air sa poitrine. J'écarte ses bras qui se referment, je l'appelle haut. Madame, madame, et bas, ma chérie. Je vous en supplie, dit-elle, bien que vous soyez libre et que je n'ai aucun droit sur vous, montrez-vous plus retenu, plus réservé, plus froid avec Marguerite. Je voulais détourner les soupçons, dit Henri. Non, non, répondit Madame Vernet, vous allez beaucoup trop loin. Comme je me penche sur elle pour mieux entendre, vous aurez votre récompense. Monsieur Vernet apporte le flacon. Madame Vernet, inutile, pas besoin, allez rentrons. Monsieur Vernet, eh bien il faudra l'emporter. Je marcherai seule, la main sur ton épaule, mon ami. Elle essaie de se dresser et retombe de nouveau, sanglotant à petit bruit. Monsieur Vernet, il faut l'emporter, le moindre effort l'achèverait. Henri, je suis de votre avis. Il la soulève par les épaules, je prends les pieds et je ramène, par pudeur, la robe jusqu'aux chevilles. Monsieur Vernet, doucement, Henri, soyez tranquille. En canne, presque assis, le premier, je descends l'escalier à reculons, avec un temps d'arrêt à chaque marche. Monsieur Vernet vient ensuite, et de ses bras robustes supporte le précieux fardeau. Nous n'allons pas vite, mais nous maintenons le corps, les pieds plus bas que la tête, c'est l'essentiel. Madame Vernet pleure faiblement et continuellement. Monsieur Vernet, prenez garde. Henri, n'ayez pas de crainte. Pour monter à la chambre, nous changeons de position. À son tour, Monsieur Vernet marche à reculons. Il fait nuit, mais les tournants de l'escalier nous sont connus. Enfin, nous arrivons sur le palier. La lune nous éclaire. Monsieur Vernet remplace une de ses mains par un genou, ouvre la porte et nous déposons Madame Vernet sur le lit. Elle pleure toujours et se laisse faire. Faut-il allumer une bougie, Monsieur Vernet? Mais pourquoi? Il a raison. La lune entre par les deux fenêtres à flots lumineux et blanchit nos visages. Monsieur Vernet, aidez-moi. Il défait le corsage. Je délace les bottines au corset. Monsieur Vernet s'embrouille et le coupe. Faites attention. Monsieur Vernet, il n'y a pas de danger. Je glisse les bottines sous le lit. Couchons-la ainsi, dit Monsieur Vernet, pris d'une hésitation soudaine. Tandis qu'il soulève Madame Vernet, je tire la couverture. Monsieur Vernet, elle dort déjà. En effet, Madame Vernet a les yeux fermés, mais des larmes luisantes filtrent au bord des paupières. Et vous, qu'allez-vous faire?
Je ne veux pas la déranger, je passerai la nuit dans ce fauteuil. Harassé, tout patraque au moral et au physique. Il s'y laisse tomber. Voulez-vous que je veille avec vous? Monsieur Vernet, à quoi bon? C'est fini? Allez vous coucher? Je jette un dernier coup d'œil et à pas de loup, marchant sur les rayons de lune comme sur la queue d'une robe de mariée, je ferme les rideaux des fenêtres, puis dans l'ombre. Bonne nuit, Monsieur Vernet. Monsieur Vernet, bonne nuit Henri et merci. Oh, de rien, dit Henri. Dernière séance. J'ai promis d'être froid. Je fais de grands efforts. Au bain, je m'éloigne de Marguerite, le corps en arc, pour lui donner la main, et nos bras forment pont. Dès qu'elle caracole de droite et de gauche, je l'apaise d'une pression de doigts. Je connais mon élève dans les coins. Avec quelques défauts, c'est une belle fille. Et comparée à la sienne, mon académie est bien vulgaire. Marguerite pose ses pieds nus sur les galets sans pousser de petits cris. Elle n'a pas le coup de pied fort, mais la mobilité des doigts me divertit. Ils lui obéissent. Elle les ouvre, les ferme, lève celui-ci et tient les autres, baissés. Prend un caillou au fond de l'eau et le rejette sur le rivage. Les fait manœuvrer comme des doigts de main. C'est très curieux. Elle offre d'autres particularités. Mon toucher dans ses promenades découvre des choses et je m'instruis en palpant. Comme le costume de Marguerite s'y prête, ma main se glisse entre la veste et le pantalon. Des vertèbres ressortent dont je sens les nodosités. Mais creusez donc les reins, lui dis-je. Elle me répond, la bouche pleine d'eau. Je ne peux pas plus. Je pèse sur l'épine vainement. Sa colonne vertébrale est ainsi. Avec un plaisir qui se renouvelle, je constate chaque matin la présence de ces éminences osseuses des anatomistes. Je retourne Marguerite sur le dos. Autre surprise, de son ventre s'échappent des espèces de borborigmes voulus. Je veux dire que ces grondements se produisent à mon ordre pour mon plaisir. Comment faites-vous? Je sais pas, dit-elle. Faites encore. Voilà. Et par un simple mouvement de hanche, elle déplace en elle, comme une masse d'eau, dont les sonorités vibrent à mon oreille, agréables et presque musicales. Mademoiselle, je réclame le jeu du coude. Il consiste à ployer le bras, indifféremment, du côté de la saignée, de l'autre côté. La charnière est mobile en dedans et en dehors, cette dislocation m'impressionne et je crie « assez, assez », comme les gens nerveux qui voient faire du trapèze volant dans un cirque. La vague est mauvaise ce matin. Marguerite se serre contre moi. Le flot l'affole comme si on lui donnait le fouet avec une serviette mouillée. Elle sursaute et des mains s'accrochent à mes épaules. Il me faut la renverser sur l'eau et l'y maintenir penchée sur elle, haletant la cuisse sous ses reins. La séparation du costume est abolie. C'est sa chair que je sens qui adhère à la mienne et nos membres nus se croisent. Ce que fait ma main, je ne le sais plus. À l'approche d'une vague, je porte Marguerite dans mes bras et la vague nous roule. Des goémons, des herbes jaunes, des débris, des bavures de mer flottent autour de nous. J'éprouve une joie à compromettre une vierge. L'homme quelconque qui la possédera plus tard, croyant être le premier, ne viendra qu'après moi. Il aura le reste si peu que s'il savait qu'elle a été ma part, il ne voudrait plus de la sienne. J'étreins une belle fille élastique, en flambant, en sueur, je redoute une congestation cérébrale. « Vous allez vous noyer » crie Madame Vernet qui prend un bain de sable. La plage s'émeut, mes yeux brouillés, piqués de sel, la voix confusément s'agiter. Il me semble que nous sommes au milieu d'un orage de vagues électriques phosphorescentes. Elles moutonnent, elles se choquent, se brisent, claquent, et nous jettent dans les oreilles, dans la gorge, leurs éclaboussures écœurantes. L'une d'elles écume, et chien furieux qui montre ses dents fond sur nous. C'est exaspérant, ce corps à corps. Les curieux ont formé cercle et attendent un naufrage. Monsieur et Madame Villard se réchauffent sous un même peignoir et nous suivent d'un regard de langueur. À la fin, titubant, comme vêtu d'ouate, j'entraîne Marguerite et nous nous sauvons à notre cabine. Nos deux compartiments communiquent par le haut.
je grelotte de fièvre plus que de froid, et les dents charmantes, les dents chantantes, je veux, à la force, des poignets, me hisser pour voir. Mais mon front dépasse à peine les planches qui nous séparent, que Marguerite crie « Ne me regardez pas, vous savez, vous !» Encore, quelle petite bête, je saute sur le plancher, j'ouvre la porte, et avec un balai de varèche, je rassemble, en tas, le gravier, éparse, dans ma cabine, et je le pousse dehors sans hâte, très calme, tout à ce que je fais, j'espère, donner le change. Rhabillés, nous nous couchons sur le sable. Le spectacle est terminé. C'est l'instant où les costumes tordus pleurent les larmes de leur corps. Des mains jonglent, jouent aux osselets avec des pierres polies. Les corps s'imprègnent de soleil, de paresse. Tout à l'heure, le sang aux yeux, je voyais rouge. Ces gens dansaient frénétiques, les voilà au repos, et je goûte une tranquillité profonde. J'ai mes crises comme vous, Madame Vernet, mais je les dompte. C'est fini. Ne vous fâchez pas. Ne vous fâchez pas, Marguerite. La tentation a été forte. Je me suis crue en partie fine, dans une baignoire. Mais vous avez de la chance. Je suis un brave garçon. Ne vous fâchez pas non plus, Monsieur Vernet. Je respecte tout ce qui vous est cher. De quelque côté que j'aille, il y a danger. J'aime beaucoup votre femme, votre nièce, mais mon bras paralysé refuse d'atteindre le bonheur. Je fais un rêve et je me dis, cette fois ce n'est pas un rêve et toujours c'en est un. On déserte la plage, des clés grincent dans les serrures rouillées, des gens qui souffrent disent « j'ai faim ». Le bain creuse et s'en vont à pas lents, portent leur appétit, objet fragile, et tremblent qu'ils n'échappent. Nous revenons à la maison, par le petit mur qui endigue la plage. Je marche derrière mes amis et je porte les ombrelles. La chevelure de Marguerite est répandue sur ses épaules, si épaisse qu'elle ne cesse pas d'être mouillée toute la saison. Il s'en dégage une odeur indéfinissable, un peu de flaques de rocher qui s'évaporent au soleil et même un peu de boue. Je soupèse les tresses gluantes et quand Madame Vernet se retourne, je mets ma main dans ma poche ou derrière mon dos avec la rapidité d'un pickpocket surpris et qu'on offense. Le demi-viol. La bêtise est faite, en 5 minutes j'ai stérilisé les efforts de plusieurs mois. Ma place était cimentée. Monsieur Vernet, de son aveu, ne pouvait plus se passer de moi, j'ornais l'esprit de Madame Vernet comme un jardin. Son cœur était plus rempli qu'un colombier de roucoulement. Marguerite m'amusait, j'ai cassé le joujou, on va me gronder, éclater, et je courberai bas ma tête. Comment ai-je fait mon compte ? Ma faute m'humilie comme une faute de style. Je me trouve imbécile, grossièrement attrapé. C'est le jour des régates, la grande fête de Taléou. Les mortiers ont tonné, les marins sortent de l'armoire d'extraordinaires chapeaux hauts de forme qu'ils portent aux premières communions, au mariage et parfois le dimanche quand la pêche de la semaine a été bonne. Les vieilles femmes ont des journaux neufs pour se garantir du soleil. Les mâts agitent leurs drapeaux. On va lancer à la mer le canot de sauvetage. Le brigadier de la douane mettra en joue le fusil porte-amarre. Des courses de nageurs, de voiliers, de canards et de courses en sac à dos d'âne auront lieu. Des gymnasiarques feront le soleil et des tas de résine également espacées sur la jetée attendent que la nuit vienne. Taléou fait briller ses maisons blanchies par le sel de mer. Nous avons invité à déjeuner les pêcheurs Cruz. La femme ne touche à rien. Le mari mange sans s'arrêter. Il a mis sa serviette par terre. Ce sera la fin pour cet épisode. C'est l'heure de nous quitter, mais je vous retrouve très vite pour la suite, pour de nouvelles aventures littéraires sur D8. D'ici là, réagissez dès à présent sur les réseaux sociaux. Il vous suffit de taper #VBN. Mais pour l'heure, eh bien, je vous souhaite une très belle nuit ou une très belle journée. Restez avec nous sur D8. À très bientôt. Je vous embrasse.